Aujourd'hui samedi, le 2 avril. Oui. Bonjour Georges. Bonjour Clément. Je reçois un de mes frères, amis, un frangin de longue date. De longue date, libération et tout cela. Après le bac, vous êtes parti en Europe, nous on est resté au Congo. Vous êtes resté, mais après tu nous as suivi quand même en Europe. Oui, mais après je vous ai suivi, je suis allé en France plutôt. Hein. Vous êtes allé de l'autre côté, en Union soviétique. Voilà, l'Union soviétique, et bon, j'ai fait mon cycle là-bas, en France. Et on se retrouve au Canada. Donc, et les anciens amis quand même, les Thierry Sinal, les anciens amis ont fait un coucou. Voilà, un coucou. À Thierry Sinal et au reste. Mais bon, je regrette un peu l'absence de notre ami, celui qui est décédé très tôt. Ah, Thierry Nyakassissa. Thierry Nyakassissa qui nous a laissé vraiment. Mais tu sais que j'ai vécu son décès. J'étais à son chevet avec sa pauvre femme Yvette. Et vraiment, ça nous a beaucoup secoué. Un jeune garçon, mourir à cet âge-là, vraiment, ça nous a très intelligent. Très intelligent. Et j'en profite vraiment de présenter, en fait, nos hommages à monsieur et madame Nyakanda. Voilà, et voilà, ses frères, aux enfants de Thierry, absolument. Quand Thierry a eu son premier enfant, j'ai eu le mien aussi, donc on était ensemble à Paris, mais oui, bien sûr, les enfants sont nés ensemble, et puis ben voilà. Mais est-ce que tu as des nouvelles de sa femme quand même? Mais j'ai plus de nouvelles d'Yvette, non, j'ai plus. Mais j'avais des nouvelles d'Alidor. Alidor, on était quand même. Il est en France avec Victoire, sa charmante épouse, et puis bon. Et puis ses frères aussi, de temps en temps, les Dodi, voilà. Dodi en France aussi. Dodi en France aussi. Non, je crois que Dodi était rentré. C'est les autres qui sont en France, et les autres jeunes frères qui sont en France. Je crois que Dodi était rentré. Je crois. Mais bon, également, merci de me recevoir chez toi. Merci. Tu es chez toi? Ah oui, je suis chez moi, absolument, bien sûr. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de la situation du Congo. Ben oui, mais la situation du pays, notre beau pays. Notre beau pays, malheureusement, on est dans une situation vraiment très lamentable. Je ne sais pas comment l'avenir du pays, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous en tant que citoyen. Peut-être en tant que citoyen, d'abord fondamentalement, en tant que Congolais, fier de l'être. Et avec l'amour que nous portons à ce pays-là, et nous avons vécu quand même ce pays, et voir l'état dans lequel le pays se trouve aujourd'hui, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable. Je ne sais pas, qu'est-ce que ce monsieur-là pense, qu'est-ce qu'il veut de ce pays? Quel monsieur? Le président actuel. Le président Denis Sassou Nguesso. Écoutez... Quel héritage il va laisser à nos enfants, à ses enfants, au peuple congolais, à la génération future? Bon, la question de l'héritage, je crois que parfois je fais des vidéos et tu te dis, mais Jean, j'ai vu tes vidéos et tout cela, et je m'engage aussi dans ce débat, tout en n'étant pas politicien, mais tout en étant un observateur, quand même averti. Nous sommes venus à l'école, c'est pour avoir un peu de l'intelligence pour analyser des choses qui parfois sont très très complexes, qui sont très complexes à comprendre. Et là, nous ne ratons pas une seule occasion de parler de M. Denis Sassou Nguesso et de lui donner notre point de vue, tout en n'étant pas ennemi de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà, c'est ça qui est important. Mais de toutes les façons, il a une responsabilité énorme par rapport au destin de ce pays, parce qu'il a dirigé ce pays beaucoup plus longtemps que les autres. Donc c'est tout à fait normal que les Congolais donnent leur point de vue sur sa gestion et l'héritage. C'est toi qui parles de cette notion de l'héritage. L'héritage, en fait, c'est l'appréciation de l'héritage de quelqu'un. Cette appréciation prend de la substance, en principe, quand la personne n'est plus là. C'est-à-dire que qu'est-ce que les gens retiennent plus de la personne? C'est ça l'héritage, en fait. Mais ça ne s'arrête pas là. L'héritage aussi, c'est la suite de la société congolaise après ton existence, c'est-à-dire que les générations futures. Et quand on parle des générations futures, ce sont ses propres enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants,
et ainsi de suite. Parce que ce nom-là va continuer jusqu'à ce moment-là. Et nous aussi, toi et moi aussi, nous suivons le même chemin. Les enfants de M. Pambou, les enfants de M. Pambou, les enfants de M. Goma, et ainsi de suite. Voilà cette génération, dans cette future. Ils ont amassé suffisamment d'argent, ils peuvent vivre à l'extérieur. Mais est-ce que le problème, au fond, ce n'est pas... Moi, je ne suis pas dans la perspective de pousser les gens à vivre à l'extérieur. Je pense que là encore, s'il y a un effort à faire, ça c'est mon point de vue, s'il y a un effort à faire aujourd'hui, c'est d'arriver à une situation du Congo où tous les Congolais, sans exception, doivent avoir et le droit et la joie de vivre dans leur pays, de sortir, aller à l'extérieur et revenir tranquillement chez eux. Voilà, ça ce serait vraiment le bonheur par excellence. Est-ce qu'il n'a pas manqué sa sortie là? Mais attends, il n'est pas encore sorti là. Il faut qu'il soigne sa sortie parce qu'il est moins sûr qu'il ne restera pas éternellement au pouvoir. Ça c'est une vérité. Maintenant, s'il n'est pas éternel au pouvoir, ça veut dire qu'il pourra mourir pendant qu'il est au pouvoir. La mort, c'est quelque chose que tout le monde, qui attrapera tout le monde. À moins qu'il y ait une personne qui dise que moi je ne mourrai jamais, bon, ça c'est autre chose. Donc il peut mourir au pouvoir, comme il peut partir du pouvoir et avoir encore une vie après le pouvoir. Tu vois? Et tel que les choses, on voit les choses au Congo, on s'acheminerait plutôt vers une sortie du pouvoir et avoir une vie après le pouvoir. Voilà, Ça, c'est la configuration la plus géniale parce que quand je vois le Congo-Brazzaville en ce moment, on ne va pas cracher. Oui, à ce jour-ci, est-ce que lui, il peut sortir honorablement? Mais je crois qu'il peut sortir honorablement. Il peut sortir honorablement, mais il faut qu'il fasse l'effort d'aller au-delà de lui. Qu'il s'arme d'un courage extraordinaire. Il n'est pas otage d'un groupuscule déjà. Mais non, mais attends, otage de quel groupuscule? Otage de qui? Parce que je me rappelle des élections qui se sont passées au Sénégal. Oui. Là où c'était Ouad, je crois, qui était au pouvoir, qui voulait rester au pouvoir. Non, c'est-à-dire le clan voulait que Ouad reste au pouvoir. Et lui, il a pris le devant, il a appelé non, moi je ne suis pas. Son adversaire pour dire que non, vous avez gagné. C'était Ouad, non? Oui, je crois qu'il y a une affaire comme ça. Non, c'était pas Ouad, c'était Ouad et celui qui était secrétaire général. Ah, Diouf, oui, à l'époque. Elle a appelé pour lui dire non, vous avez gagné, donc ça a atténué les renards, les photos. Ouais. De toutes les façons, qu'on le veuille ou non, quelqu'un a toujours un entourage. Bon, pour le cas du Congo-Brazzaville, il y a bien sûr l'entourage qui exerce une pression sur Sassou Nguesso, mais il y a Sassou Nguesso aussi qui a une ascendance sur cet entourage-là, de toutes les façons. Ça, c'est clair et net. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a un chef. Il y a un chef qui doit se lever pour prendre une décision cruciale. Crucial. Oui. Bon, maintenant, M. Denis Sassou Nguesso, je suis absolument certain, il est certain lui-même, beaucoup de gens sont certains, qu'il y a une histoire du Congo. Il y a une histoire des 30 dernières années du Congo qui est une histoire très difficile, où les gens sont morts. On a tué des gens et où il y a des responsables, malgré les procès qu'on peut faire par-ci qui sont téléguidés. Mais il y a des responsables et ces personnes-là sont conscients que non, dans les gens qui sont morts innocemment, nous sommes pour quelque chose. Il y a une vérité qui est là. Et la vérité qui est là, les gens le savent que la vérité est là. Ce qu'on a présenté, ce n'est pas la vérité. Je voudrais te demander, quelle est l'attitude maintenant de l'opposition? Comment l'opposition doit se comporter? Avant de venir peut-être à l'attitude de l'opposition, je crois que l'histoire de l'héritage, là, on va essayer de faire cette vidéo sur l'héritage parce que c'est important. Et puis on pourra revenir sur l'opposition. Par rapport aux élections qui se passaient là, c'est une autre thème. Donc je reviens sur la posture que M. Denis Sassou Nguesso devait prendre. Et cette posture-là, elle n'est pas facile à prendre de toute façon avec cette histoire dont je viens de... Mais il faudra la prendre. Parce qu'aujourd'hui, M. Sassou Nguesso peut encore s'en sortir avec ce courage, tout en sachant que même s'il prend la décision de partir, il ne sera pas laissé tranquille. C'est qu'à un moment ou un autre, on va lui demander des comptes. Ça c'est clair et net, il va répondre le droit d'inventaire, ce qu'on appelle le droit d'inventaire. Tu ne peux pas sortir d'un gros poste comme ça sans rendre des comptes, ça n'est pas possible. Nulle part on a vu ça.
Tu vois? Mais il faut avoir le courage que si je ne suis plus président, je peux être confronté à la justice intérieure ou à la justice extérieure. Mais c'est mieux que de se faire buter, de mourir par exemple à cause de l'entêtement. Et là aussi, l'autre chose que je voudrais montrer, c'est que quelqu'un qui prend ce courage-là, tout ce qu'il a construit là, parce qu'on ne va pas cracher dans la soupe, non? Non, on ne va pas cracher dans la soupe. Le peu de ce qu'on a eu là, le peu de ce qu'on a eu, on a conservé. Les gens ont construit. Parce que si la dévolution du pouvoir se fait dans la violence, alors les gens vont casser tout. Là, ça sera sans pitié, quoi, tu vois, ça sera sans pitié. Mais par contre, si on crée une dévolution du pouvoir qui soit plutôt douce, là, par contre, les institutions resteront fortes, entre guillemets, et puis, bien évidemment, les gens ne rentreront pas pour casser quoi que ce soit, ou que sais-je encore, on n'aura pas un chaos. Mais si M. Sassou Nguesso prend le courage de faire une chose pareille, attends, les Congolais ne sont pas des belliqueux, en principe. C'est ça le truc. La situation du Congo est telle que ce n'est pas comparable avec d'autres situations. C'est vraiment différent la situation du Congo, là. Tu vois, on pourra prendre par exemple aussi l'influence des pays étrangers, la France par exemple, qui montre que, oui, vraiment la situation du Congo, les Français ne se comportent pas de la même façon au Gabon, en Angola et au Congo. Chaque cas est différent. Mais là, c'est un autre sujet aussi, on pourra revenir là-dessus. Donc, c'est simplement sur l'héritage. Je crois que M. Denis Sassou Nguesso doit prendre le courage d'essayer d'arrêter les frais et être aussi capable de répondre. Parce que c'est pas possible. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions? M. Sassou prend les décisions, bien sûr. Mais sauf qu'il a peut-être un ego très surdimensionné. Quand on pense qu'on est supérieur aux autres, on ne peut pas, c'est difficile à un moment de se dire que non, mais ces autres-là, un peut être au-dessus de lui. C'est peut-être ça que, c'est peut-être à ce niveau-là que ça passe pas à la gorge de M. Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire que peut-être pour lui, ou c'est moi ou c'est le chaos. Et si on va dans ça, alors on pense à soi seulement. Ça, c'est une intimidation. Oui, mais l'intimidation, c'est parmi les instruments qu'il utilise, n'est-ce pas, pour maintenir un climat tel qu'ils veulent que ce climat soit. Ce qui se passe au Congo en ce moment, on va parler de l'opposition certainement, on va revenir un peu sur ce climat d'intimidation. Voilà plus sur l'héritage. Moi, je voulais... Maintenant, l'attitude de l'opposition par rapport aux élections qui venaient de se passer au Congo. Quelle doit être l'attitude de l'opposition? Est-ce qu'ils sont unis? Est-ce qu'ils ne sont pas unis? Est-ce qu'ils doivent faire recours aux instances en place? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, l'attitude de l'opposition est même au centre de l'avenir du Congo. C'est au centre de l'avenir du Congo. Mais l'opposition n'a pas de pouvoir en dehors d'un pouvoir, le pouvoir populaire. Est-ce qu'ils sont unis? Parce que moi je lis dans les livres, on dirait qu'ils ne sont pas unis. Bon, on dirait qu'il y a une petite... ils ont des craintes. Bon, c'est l'empathie, comment... C'est pas du pouvoir qui les intéresse. Oui. Bon, ça, en politique, de toutes les façons, les gens qui s'engagent en politique, chacun veut être président. Quand je vois un peu... C'est le droit de tout un chacun de vouloir être président. Ça, on ne peut pas refuser à tout citoyen congolais. Même toi, tu veux être président, Emma, tu le postules et tu le démontres que j'ai des qualités pour être président et tu fais ce qu'il faut pour que les Congolais te connaissent d'abord. Et suffisamment des raisons de dire que oui, Emma, ce monsieur-là est capable de... on peut te suivre, parce que ton discours, on suit bien ton discours. Et puis on peut te suivre. Tous les Congolais sont dans cette posture-là. Mais il faut qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul fauteuil. Il y a beaucoup de prétendants, mais un seul fauteuil. Mais il faut, pour que ça soit correct, il faut qu'il y ait des lois. Un ensemble de normes que tout le monde doit respecter. Un pouvoir fort. Pas un pouvoir fort, c'est-à-dire des institutions fortes qui doivent encadrer, n'est-ce pas, ces normes-là pour que tout le monde soit traité de la même façon. Parce que si on sort de ce cadre normatif-là, c'est la jungle, ce qui se passe en ce moment. Mais revenons sur ta question originelle. Aujourd'hui, on a eu des élections. Bon, la question des élections qu'on a eues au Congo-Brazzaville, là aussi, il faut dire ceci. Est-ce que les gens ne veulent pas prétendre à la présidence parce qu'ils se font de l'argent? Oui, c'est une façon. Alors on vient au pouvoir pour servir. Et oui. Bon, là aussi, bon, Emma, tu vois, ça c'est des aspects aussi qui sont importants, bien sûr. Est-ce qu'on a encore des hommes politiques dans le sens plein du terme? C'est-à-dire que moi je pense que
quand on s'engage en politique, on a d'abord un idéal. On a une vision de la politique. Il y a une vision. Et quand on s'engage en politique, c'est une activité éminemment. C'est-à-dire qu'on s'engage pour le peuple. Ce n'est pas de la démagogie. Ce n'est pas de la démagogie du tout. On s'engage pour le peuple. C'est-à-dire améliorer les conditions d'existence d'un peuple à travers une série de programmes suffisamment définis et suffisamment calibrés pour des catégories de personnes. Un programme pour les élèves, un programme pour les personnes en difficulté, un programme pour la construction et l'aménagement du territoire, un programme pour ceci, de sorte que l'ensemble des citoyens ne puissent manquer de rien. Et là, l'exemple, on a vécu quand même en France pendant longtemps, et ailleurs c'est comme ça, on est au Canada ici. Mais tout le travail que le gouvernement canadien fait, tout le travail que le gouvernement américain fait, le gouvernement français fait, c'est pour améliorer les conditions de vie des Français, des Américains, des Canadiens et des autres pays qui ont atteint ce niveau-là. C'est-à-dire que tu dois avoir de l'eau courante là, ça ne peut pas manquer. L'électricité, ça ne peut pas manquer. Envoyer tes enfants à l'école normalement. Voilà, c'est le minimum qu'on demande aux gens. Mais est-ce que les gens qui s'engagent en politique, en ce moment, ont cette vision? Je reviens sur ta question. C'est comme si les gens ne s'engagent en politique que c'est pour se remplir des poches. Ça devient un moyen d'enrichissement alors que ça ne devait pas être un moyen d'enrichissement. Tu vois, je ne sais pas si tu as vu une vidéo avec le président béninois Yahi Boni, qu'on a tellement critiqué. C'est vrai que son attitude aussi, parfois, ça donne à rigoler. Mais au fond, Yahi Boni, on avait dit qu'il ne resterait pas au pouvoir. Mais là, il est parti là.